appelé, il faut imaginer ça comme une grande banque de données ou un registre géant, si vous voulez, où chacun peut introduire les transactions qu'il ou elle a passées. À la différence des registres que nous connaissons, la blockchain est par définition décentralisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une autorité centrale ou une personne qui contrôlerait justement la validation des transactions, mais la validation se fait justement par bloc, par le réseau entier, en fait. C'est ça, je dirais, l'esprit fondamental. Alors la blockchain permet, si elle est utilisée dans plusieurs secteurs économiques, de simplifier bien les choses, hein. C'est ça l'idée. Je pense qu'il y a beaucoup de promesses qui ont été faites par rapport à ça et nous allons y revenir. Parfois, ça semble presque trop peu, hein, cette grande banque de données. C'est ce que ça va changer. Ça va changer des choses et on va y venir, je pense. Qu'est-ce qu'elle a de vraiment de révolutionnaire finalement, cette blockchain? Bon, moi je pense qu'il faut revenir un peu ce que nous avons connu avec l'avènement de l'internet, plus avec le World Wide Web. Faut pas oublier, il y a des technologies qui existaient. En fait, l'internet existait comme technologie déjà avant, dans les années 70, hein. Il n'a pas été popularisé, il n'a pas été utilisé en masse. Il a commencé à être utilisé en masse avec l'avènement du World Wide Web, qui était d'ailleurs découvert ici à Genève au CERN, hein, d'accord. Et encore, après le World Wide Web, il a fallu encore le navigateur, le premier browser que nous avons utilisé, que ma génération a utilisé, je m'en souviens très bien, de Netscape, pour que tout le monde puisse vraiment utiliser le réseau. Et déjà à ce stade-là, donc au milieu des années 90 environ, il y avait cette idée que l'Internet va permettre les transactions peer-to-peer, cette idée de partager de l'information via le réseau, hein, sans passer par des intermédiaires, pair à pair, peer-to-peer. C'était une promesse qui était déjà faite à l'époque, qui était en partie aussi réalisée avec des applications, notamment au niveau de la musique, partage de fichiers, etc. Hein, donc ça se faisait déjà. Alors après, les choses ont évolué et cette idée d'échange de pair à pair a été changée par l'avènement de grandes plateformes en fait qui ont commencé à capturer une bonne partie de la création de valeur. En fait, la blockchain revient sur cette idée de pouvoir échanger des données, même des contrats, de façon décentralisée, de façon peer-to-peer, pair à pair, sans intermédiaire, ou en tout cas avec beaucoup moins d'intermédiaires que c'est le cas quand vous passez par des grandes plateformes ou le cloud, des applications que nous utilisons chaque jour pour ne pas les nommer. Et à quel besoin ça répond finalement? Alors moi je pense que justement, sans aller dans les détails ou faire un procès aux grandes plateformes, aux applications actuelles qui, comme on disait, qui capturent beaucoup de la valeur, c'est-à-dire aussi les données de tout un chacun. L'idée fondamentale, à mon avis, c'est de pouvoir se réapproprier les données par cette blockchain, tout simplement pour pouvoir se dire, je mets à disposition les données que je veux. Et ces données, elles seront partagées avec qui je veux. Et plus loin, vous pouvez me dire, je peux même mettre un jour un prix sur mes données. C'est-à-dire que nous aurions finalement une situation inverse par rapport à aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez quelques grandes plateformes avec lesquelles, en fait, le deal est très simple finalement. Mettez des données à disposition et ces données seront utilisées en échange. Vous avez un service entre guillemets gratuit. Alors beaucoup de personnes, quasiment le monde entier, ont reçu une adresse email gratuite, un service email gratuit, gratuit. C'est pas tout à fait gratuit. L'idée, c'est qu'après, vos données sont utilisées à des fins, très souvent des fins commerciales. Cet aspect-là de l'internet, de l'échange de valeurs sur internet, qui est remis en cause et qui est potentiellement disrupté par la blockchain. Je pense que ça, il n'y a pas que ça, mais disons, c'est un moteur très fondamental dans la blockchain. Après, il y a aussi d'autres éléments sur la finance, notamment. On peut revenir là. Comme on dit, quand c'est gratuit, c'est vous le produit. Oui, voilà, donc on entend ça souvent. Moi, je dirais même, c'est les données qui sont une sorte de matière première, qui ont une valeur, qui sont ensuite exploitées par la plateforme en question. Donc vous êtes le produit, en fait c'est plutôt vos données qui sont des matières premières qui seront après exploitées. On parle de finance, donc je pense que c'est important de mentionner l'avènement des crypto-monnaies quand même, qui sont arrivées dans un contexte très spécial, justement dans le contexte de la crise financière à partir de 2008. Hein. Donc l'idée c'était de créer une monnaie digitale complètement décentralisée, éloignée des banques centrales, hein, pour quelque chose qui soit plus lié aux banques centrales. Ça, je pense, c'est une application très importante qui est encore en train
de se développer et qui n'est pas encore loin d'être adopté en masse, mais qui est fondamental. Si on parle de finance, voilà, et l'échange de valeur par la monnaie. Alors, est-ce que les cryptos sont vraiment des monnaies ou plutôt des cryptos actifs? Beaucoup de débats là autour. Ensuite, il y a une couche supplémentaire dont nous avons parlé récemment dans une conférence, c'est les contrats intelligents, les smart contracts, hein, qui permettent d'exécuter des contrats. Hein. Donc, vous n'avez pas que des données, des informations dans la blockchain à valider, mais aussi une, euh, une demande d'exécution donc du code informatique qui dit si vous remplissez telle condition, par exemple, pour se faire rembourser par une assurance, eh bien vous allez être remboursé et le paiement va se faire. Alors, on a vu dans cette conférence, peut-être vous vous souvenez, il n'y a pas que des paiements, hein, on peut aussi faire d'autres transactions hein, avec l'exécution de contrats, mais très souvent ça se termine par une transaction financière. Hein, donc je pense que les contrats intelligents, nous allons encore en parler longtemps, c'est quelque chose de très important qui permet d'automatiser énormément de transactions, de réduire des coûts, de gagner en rapidité, d'éliminer toute une série d'intermédiaires. Donc le potentiel est vraiment énorme. Malgré toutes ces belles promesses et toutes ces belles choses que la blockchain offre, est-ce qu'on peut parler quand même de limites ou de problématiques qui existent dans la forme actuelle que l'on connaît sur le marché? Quel genre de limites on parle hein, donc il faut voir un peu est-ce que nous parlons justement de la limite qui risque d'arriver avec surréglementation exagérée hein, et d'ailleurs il y a des projets même en Suisse hein, enfin on va pas peut-être aller dans tous les détails aujourd'hui mais qui sont justement en train de viser l'utilisation de crypto-monnaies, les quantités transférées, etc., en passant de la monnaie fiat aux crypto-monnaies, etc., toute cette problématique de change entre la monnaie voilà, franc-suisse et la crypto-monnaie. Donc ça, c'est une chose où je vois des risques, effectivement, si la réglementation va trop vite ou va aller trop loin pour justement se battre contre les abus. Hein. C'est bien de se battre contre les abus, c'est bien de prévenir les abus, mais si la réglementation va trop loin, elle risque de freiner l'innovation dans la communauté fintech et crypto qui est en train de se développer, notamment dans ce pays. Donc, il y a des limites à ce niveau-là. Hein. Maintenant, il y a des limites aussi en termes de l'utilisation, de comportement des acteurs, à savoir les utilisateurs finaux, vous et moi, hein, ou encore plus nos familles respectives, nos amis respectifs, eh bien, est-ce que tout le monde utilise ces technologies? La réponse, c'est évidemment non. Hein, la plupart n'utilisent pas. Et pourquoi? Alors là, il y a une responsabilité en fait des deux côtés, parce que en fait, les applications blockchain souvent sont extrêmement compliquées, hein, et même toute la finance décentralisée, le DeFi, je veux dire, c'est des choses qui restent quand même dans des cercles assez restreints, qui sont compliqués à utiliser pour le commun des mortels. Il y a beaucoup de procédures, il y a beaucoup d'interfaces à surmonter. Enfin, c'est le temps de se mettre dedans peut déjà décourager. C'est clair que souvent, le problème que vous avez, c'est le monde des cryptos typiquement, mais qui concerne aussi des fintechs surtout, eh bien, ils vont créer des nouveaux produits pour résoudre des problèmes typiquement crypto. Hein. Et en fait, ce qui manque, c'est le grand cas d'application pour faire des achats, pour faire une réservation, un billet d'avion, pour faire votre assurance maladie. Hein, donc vraiment les choses de tous les jours qui seraient adoptées en masse, qui feront vraiment pencher la balance en termes d'adoption, en termes de popularité, en termes évidemment de revenus de façon ultime pour tous les acteurs. Eh bien, c'est là encore, il y a encore des limites parce que ça reste encore minoritaire. Hein. Donc une utilisation assez complexe et pas encore assez démocratisée, possible régulation qui pourrait arriver, une utilisation plutôt axée crypto. Il y a aussi, je pense que vous avez entendu, des critiques par des gens qui sont plus axés environnement, qui critiquent justement le côté énergivore des blockchains. Comment est-ce qu'on pourrait trouver une solution pour contrer ça? Je pense que c'est comme pour toute innovation. Hein. Il y a une contrainte, voilà, ici c'est le cas de le dire, une contrainte climatique, environnementale, dans le sens écologique du terme. Hein. C'est là justement, ces contraintes-là qui sont souvent externes, pression, je dirais objective sur les acteurs économiques qui poussent vers l'innovation, qui poussent vers des solutions, et je suis certain qu'il y aura des solutions technologiques à ça aussi. Mais pourquoi vous pensez que l'adoption de l'utilisation de la blockchain est encore assez lente? C'est vrai que c'est quelque chose qu'on en parlait tous les deux l'autre jour. J'ai l'impression que vraiment c'est à deux vitesses. Il y a
autant les personnes qui sont pas du tout informées Mmh. de la blockchain, de comment ça se passe et pourquoi, comment, etc. Et puis les personnes qui sont vraiment dans la blockchain et eux qui vont Mmh. très 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 vite. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, une personne qui voudrait s'intéresser, qui partirait de zéro, qui a pas de connaissances sur la blockchain, elle doit faire beaucoup beaucoup de recherches et beaucoup beaucoup de travail pour se mettre à niveau. Qu'est-ce qui explique ça, cette évolution à deux vitesses? Mais je pense que c'est une période de transition, finalement. Nous sommes dans une période de transition et si vous repensez justement à l'internet ou même à l'avènement du courrier électronique, Heu, moi, je me souviens, j'étais dans une association, nous étions dans la présidence. Moi, j'étais secrétaire de l'association. Nous étions en train de faire des procès-verbaux et puis, prendre des notes pour les séances et ensuite, bien évidemment, au jour d'aujourd'hui, ça tout se ferait par email. Les envois se feraient par email, hein. On se poserait pas la question d'envoyer le PV pas par email, hein. Et en fait, moi, bah, voilà, moi, j'étais un early adopter, hein, depuis toujours, hein. Évidemment, j'utilisais email déjà pour tout et c'était une période où, voilà, pas tout le monde utilisait le email, hein, et c'était pas évident. Certains avaient, ça va, hein, c'était pas encore complètement généralisé et on m'a dit: «Mais pourquoi? Mais qu'est-ce où est la différence? Pourquoi tu envoies pas ça par la poste? Ou à la limite, envoie-moi un fax». Et moi j'ai dit: «Bon, parce que voilà, avec, d'autres, organisations justement, notamment au niveau fédéral, ça il s'agissait du cantonal, ben, on fait tout par email, ça va beaucoup plus vite, c'est normal», que j'ai eu l'habitude de faire ça et en fait ça a pris un moment, hein, même pour ça, donc il faut s'imaginer que voilà, une nouvelle technologie, début un peu controversé, il y a des problèmes de sécurité, il y a des problèmes voilà, d'utilisation, d'intimidation, hein. Les gens sont intimidés parce que voilà, ça marche pas, ça bug, la connexion internet, ah, c'est difficile. Donc, tout ça fait que, voilà, il y a une intimidation, un découragement à la base qui fait que ça reste une minorité qui prend un peu plus de risques et qui est aussi un peu plus passionné peut-être, hein, tout simplement, par la technologie, qui utilise. Mais la meilleure chose, à mon avis, pour toute technologie, pour fonctionner, c'est quand vous posez plus la question. Non, en fait, personne comprend vraiment comment Internet fonctionne. Il n'y a pas besoin de comprendre. On l'utilise, ça fonctionne, et c'est ça qui a changé le monde finalement. C'est cette idée qu'il n'y a plus besoin, il y a plus besoin de tout comprendre, de tout savoir. L'infrastructure est robuste, elle est assez rapide, les interfaces sont compréhensibles. L'utilisateur lambda, a plus d'avantages à l'utiliser que de pas l'utiliser. Et après bon, il y a une question de dépendance parce qu'aujourd'hui évidemment que si vous avez pas internet, ben, c'est difficile, hein. Enfin, vous pouvez faire l'essai.